Bonjour à tous, merci, bienvenue. Alors je suis très heureuse d'animer aujourd'hui cette table ronde qui est très politique et qui va nous permettre de comprendre ce qui se déploie en matière de santé dans les territoires grâce à l'action des élus qui vont partager aujourd'hui leur vision sur les défis de la santé. Et on verra que les collectivités et les élus sont très importants et indispensables pour soutenir la transformation du système et du secteur. Alors les défis, on en parle depuis hier, vous en avez connaissance, que ce soit la croissance démographique, le grand âge, les fractures territoriales, l'urbanisation, le développement exponentiel des technologies. On peut constater déjà des changements de paradigme qui sont profonds. La prévention qui est inscrite, bien sûr, dans la stratégie nationale de santé depuis 2018, mais qui nécessite encore de très nombreux efforts pour être adoptée véritablement par les populations et dans les pratiques et les usages par tous. Les patients qui attendent davantage d'informations sur leur santé et qui souhaitent être acteurs de leur santé de plus en plus. Évidemment, le problème de ressources humaines, le manque de médecins qui pénalise l'offre de soins et l'accès aux soins, et puis des professionnels de santé toujours qui aspirent à une meilleure qualité de vie. Ça fait qu'aujourd'hui, on doit créer un avenir pour la santé qui soit réellement accessible, efficace et une santé qui soit inspirante pour pouvoir être adoptée par tous. Et les territoires en la matière montrent une vraie effervescence dans le déploiement de solutions et d'expérimentations innovantes, d'initiatives. Et aujourd'hui, pour en illustrer ces sujets, j'ai avec moi monsieur le député Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe et membre de la commission des affaires sociales. Monsieur Gilles Béru, professeur Gilles Béru, qui est également président du Gérontopole de la Loire. Lamine Garbi, qui est président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Et puis monsieur Philippe Gouet, qui est président du conseil départemental du Loir-et-Cher et également président du groupe de travail santé des départements de France. Alors c'est avec vous, monsieur Gouet, que je vais commencer. J'ai une première question. Votre position de président du groupe de travail santé vous donne une vision très globale de notre système de santé. Et j'ai envie de vous poser une petite question sous forme de provocation. Est-ce que notre système de santé français est toujours le meilleur au monde ? J'aurais bien aimé vous répondre oui, mais ça n'est pas le cas. Notre système de santé se dégrade et est vraiment défaillant depuis plusieurs décennies. L'OMS nous a positionné en 15e position en 2023. Alors on sait qu'on a des déserts médicaux un peu sur l'ensemble de notre territoire en France. 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants. Il existe des spécialités qui disparaissent totalement dans les départements. Je pense par exemple aux pédopsychiatres. Vous savez que les conseils départementaux dans l'aide politique sur l'aide sociale à l'enfance ont besoin de pédopsychiatres parce qu'on a des enfants qui sont en difficulté. Je rappelle que là, les chiffres de l'adresse donnent un enfant sur 6, enfin un jeune sur 6 de 3 ans à 16 ans qui présente des difficultés psychologiques ou psychiatriques sévères. Donc on n'a pas de pédopsychiatre, c'est un véritable problème. Donc d'autres spécialités sont bien sûr manquantes. Nos hôpitaux connaissent de difficultés extrêmes. Je pense par exemple à nos services d'urgence, où 3 services d'urgence sur 5 connaissent des dysfonctionnements très importants. On a vu qu'en 2023, on a pratiquement autant de décès sur des brancards que des accidents de la route. Donc là, il y a vraiment un problème extrêmement sérieux. Un petit focus sur la pédiatrie pour montrer aussi que la France, en 5 ans, sur le taux de mortalité, est passée de la 5e place à la 22e place. Au niveau du taux de mortalité, derrière la Roumanie, derrière la Pologne, l'Estonie. Sur la pédiatrie, je parlais de la médecine scolaire qui est dans un état de délabrement complet. 900 médecins scolaires pour 13 millions d'élèves. Donc un manque d'infirmières scolaires également, des départements où il n'y a même plus de médecins scolaires également dans les départements ruraux. Donc on s'aperçoit que bon nombre de difficultés sont en train de croître. On a vu aussi récemment avec la publication de l'Agence sanitaire sécurité du médicament, 5 000 ruptures de stock de médicaments en 2023.
35% des Français en 2023 ont eu au moins une fois un problème pour obtenir leurs médicaments en pharmacie. Et à ça se surajoute aussi le fait qu'on a une baisse importante du nombre de pharmaciens depuis 2016. Et c'est la première année, d'ailleurs, depuis 2 ans, où la deuxième année d'études dans les facultés de pharmaciens, en deuxième année, il y a des places libres, entre 400 et 800 places qui ne sont pas pourvues. Donc on aura aussi un problème, on a des désertifications avec les médecins et on va bientôt avoir un problème avec les pharmaciens. Et dans les territoires ruraux, quand une pharmacie ferme, s'il faut pour un patient faire 15 à 20 km aller chercher ses médicaments, ça va être un véritable problème. Là, c'est aussi une bombe à retardement qu'il faut prendre en considération, à mon sens, assez rapidement. Donc oui, je dépeins une situation qui est relativement préoccupante, catastrophique. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu de stabilité au niveau de notre ministère de la Santé, qu'on ait un ministre qui soit un peu plus présent longtemps pour pouvoir avancer sur des projets et concrets, pour pouvoir proposer aux Français un système de santé digne qui réponde à l'attente des problématiques de santé actuelles, mais aussi du vieillissement de la population, de l'augmentation des pathologies chroniques. Donc là, il y a vraiment un réel défi et une urgence. Et sur la formation, sur la nécessité de formation, est-ce qu'on est au niveau aujourd'hui ? En formation, je pense qu'on est au niveau. Le numerus apertus qui a été mis en place va permettre de former des médecins, mais on sait qu'il faut 10 ans pour former des médecins, c'est le minimum. Donc on n'est pas encore au creux de la vague. Sur les infirmières, je pense que la formation est assez suffisante pour le moment. Le problème, c'est que les infirmières ne restent pas longtemps dans leur poste. La moyenne, c'est 5 ans au milieu hospitalier. Et qu'il y a un problème aussi avec Parcoursup pour l'accès aux études de formation avec les études d'infirmières, puisque 30% des étudiants ou étudiantes arrêtent en première année. Donc là, je pense que le problème Parcoursup n'est pas adapté à la formation des instituts de formation en école d'infirmières ou infirmiers. D'accord, merci. Alors, partant de ce constat de système de santé en souffrance, monsieur le député, je me tourne vers vous. Vous avez rédigé une proposition de loi de programmation qui porte une vision renouvelée du système de santé, où vous repensez le système d'offres qui part des territoires et non plus de l'État. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications, quelques détails sur cette vision et sur cette proposition de loi, bien sûr ? D'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous aujourd'hui. Remercier le professeur Gilles Béru de son invitation. C'est effectivement l'occasion pour moi de vous parler de cette loi de programmation en santé, peut-être de vous parler de la santé des Françaises et des Français sous un angle sous lequel on ne l'aborde finalement quasiment jamais. La santé des Français, et le président du conseil départemental de Loir-et-Cher l'a très bien rappelé, ça devrait être la première des politiques publiques parce que c'est la seule politique publique qui s'intéresse à tous les Français à part égale, de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Toutes les autres politiques publiques, c'est un temps dans la vie. La santé, c'est pour chacune et pour chacun d'entre nous tout au long de la vie. Et la santé des Françaises et des Français devrait être inspirée par une vraie vision politique. Et peut-être ce qui nous fait défaut depuis des années, c'est cette absence de vision. Où est le cap ? Où emmène-t-on la santé des Français ? Que veut-on faire de notre système de santé à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Depuis 30 ans, depuis les ordonnances Juppé de 1996, la santé des Françaises et des Français est enfermée dans l'annualité budgétaire, 1er janvier, 31 décembre, et elle est contingentée par la loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on ne parle à l'Assemblée nationale et au Sénat de la santé de nos concitoyens qu'en termes comptables et budgétaires. Et donc, à un moment donné, il faut avoir non seulement une vision pour la santé, mais il faut avoir des problématiques de notre système de santé que vous avez parfaitement évoquées, Monsieur le Président, une vision globale. Faute de quoi, on va continuer à faire ce que l'on fait depuis 20 ans, à mettre des sparadraps sur le système à chaque fois qu'une difficulté apparaît, sans ne jamais rien régler au fond. Et finalement, on s'aperçoit que depuis 20 ans, on a laissé notre système de santé arriver au stade où il en est aujourd'hui, où effectivement nos concitoyens n'ont plus accès dans de bonnes conditions à la santé, où nous sommes partout sur les territoires en rupture d'égalité d'accès à la santé, et où, in fine, la prise en charge et la qualité de prise en charge de nos concitoyens est elle-même remise en cause, malgré l'engagement absolument énorme, et je veux le souligner, des professionnels de santé, du secteur public comme du secteur privé, partout où ils interviennent. Et donc, ayons de la santé des Françaises et des Français une vision prospective.
je serais tenté de dire qu'au milieu de tout ce qui fait défaut à notre système de santé, peut-être ce qui lui manque le plus aujourd'hui, c'est le temps de la réflexion, le temps de l'analyse et l'idée d'une loi de programmation en santé. Alors, elle est calquée sur le calendrier politique, c'est 5 ans, c'est à la fois très long et c'est en même temps très court, mais c'est l'idée de projetons-nous, imaginons le système de santé de demain et regardons quels sont les moyens qui sont nécessaires aujourd'hui pour parvenir à cet objectif. À défaut de cela, on va voir un système qui va continuer à se dégrader comme il le fait année après année, jusqu'au moment où je crains que notre population ne réagisse fortement. Parce que vous savez, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé, et comme élu, je suis venu à ces questions-là parce que j'ai été maire d'une petite ville de 10 000 habitants, et dans laquelle le nombre de médecins allait rétrécissant, et où j'ai mesuré que la santé des Françaises et des Français est sans doute l'une des premières préoccupations de nos concitoyens. Et je crois qu'à un moment donné, nos compatriotes ne supporteront plus que leur santé, celle de leurs parents âgés ou celle de leurs enfants en bas âge, puisse être menacée par les défaillances du système. Et donc il est urgent, grand temps, que nous ayons collectivement et que nous reconstruisons le système de santé. Alors vous l'avez dit très, très justement, je pense qu'aujourd'hui, il est un paradigme important. Je n'ai pas appris grand-chose depuis que je siège au Parlement sur les questions de santé, ça fait maintenant quelques années, mais j'ai une certitude acquise, c'est que le ruissellement depuis l'avenue de Ségur, le siège du ministère de la Santé sur l'ensemble du système, ça ne marche pas. Je crois que ça n'a d'ailleurs jamais marché et que si on veut reconcevoir le système de santé, il faut passer de l'offre de soins où c'est l'État qui dit aux Françaises et aux Français « voilà le système que je vous propose, débrouillez-vous pour y rentrer », à la demande en santé des Français, là où ils vivent, là où ils résident. Et ça nécessitera d'impliquer très fortement les collectivités locales. D'ailleurs, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher ne me démentira sans doute pas. Il y a 15 ans que sont apparus en France les problèmes de démographie médicale. Il y a 15 ans que les élus des territoires attendent que l'État se saisisse de cette question. Et il y a 15 ans que ce sont les collectivités locales, celles du bloc communal, les départements et les régions qui se sont saisis de cette question pour essayer d'apporter des réponses. Alors, chacun le fait avec ses moyens, avec son inventivité, avec les ressources de son territoire. Mais c'est par les territoires qu'on reconstruira le système de santé. L'idée que tout puisse se faire depuis le ministère de la Santé est à tout jamais révolue. Je voudrais que les ministres qui se succèdent et que l'administration continue à regarder passer, comme dans mon département, les vaches regardent passer le TGV, se disent qu'à un moment donné, peut-être, il serait temps qu'on ait sur ce système une vraie vision de la stabilité. 6 ministres de la Santé en 7 ans, c'est sans doute un peu excessif. Merci, monsieur le député. Du coup, je me tourne vers vous, monsieur Lamine Garbi. Vous avez contribué à la rédaction, ou en tout cas contribué à la rédaction de ce projet de loi de programmation. De votre point de vue, quelle feuille de route urgente pour l'hospitalisation privée? Quelles sont vos priorités pour que les cliniques et les hôpitaux privés deviennent les maillons forts aussi de ce système de santé publique dans les territoires? Et peut-être en d'autres termes, est-ce que vous pouvez nous décrire la vision de la Fédération de l'hospitalisation privée sur cette santé de proximité au cœur des territoires? Jean-Claude, je ne sais pas s'il faut comparer nos ministres à des vaches qui regardent passer les trains. C'est une belle image que je reprendrai, mais je pense que c'est compliqué. Alors, je suis en charge de l'organisation du secteur privé des cliniques. Les cliniques, c'est quoi? C'est des cliniques privées, donc c'est des cliniques à but lucratif, radioactif, qui sélectionnent les patients, qui prennent les pathologies légères et qui font beaucoup d'argent sur le dos de cette pauvre sécurité sociale. Voilà. Comme ça, c'est dit. C'est pas la peine de m'envoyer des SMS en disant « tu aurais pu dire ». Non, je vous le dis. Mais alors, si on était si intelligent que ça, on ne serait pas en déficit, comme nos copains du public et comme l'assistance, la PHP avec Nicolas Revel il y a quelques instants. 35% de part de marché, 18% des ressources, c'est pas mal en termes d'efficience. Et moi, je me refuse, parce que sinon je rentre chez moi, je suis à Montpellier. J'ai pris le vol de 6h40, qui avait déjà 50 minutes de retard, je suis arrivé. Si je porte une parole négative, ça ne sert à rien. Alors moi, je suis positif. Et quand je vois ce qui se passe en Angleterre, vous avez tous vu le reportage sur France 2, je ne sais pas s'il est vrai, mais ce pauvre maçon qui s'arrache une dent parce qu'il n'y a pas de dentiste, on se dit que finalement, on a la chance. Parce que arrachez-vous une dent,
même si elle ne tient pas tout seul parce que vous n'avez pas les moyens de trouver. Eh bien voilà, on n'en est pas là. À part la dent de lait, oui, effet. parce qu'elle tombe toute Quand seule et on puis il y a était la petite petit. souris le matin qui passe et ça me rappelle mon enfance ou mes enfants. Alors, les urgences, le maillage du territoire. Oui, on nous reproche de ne pas prendre les urgences, 15%. Ben, on n'a pas d'agrément. On ne nous a pas donné les agréments. Ça rappelle le Covid, vous vous rappelez, quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de réanimation dans le public et dans le privé. Ben oui, le privé, on n'en avait pas l'autorisation. Donc, on en a quand même fait. Donc, il faut que les pouvoirs publics, le 6e ministre, on a 7 ministres parce que Mme Vautrin est en charge de la santé aussi. Ça ne t'a pas échappé, Jean-Carl, toi qui es un fin observateur de la vie politique. Donc, on a 2 ministres. Alors, je ne sais pas à qui il faut s'adresser, M. Valtou ou Mme Vautrin, ou les deux. Ou peut-être en ce moment, je pense qu'il est plutôt du côté de Matignon et de Bercy. Hein, parce qu'il y a M. Moscovici qui dit qu'il faut encore faire des économies, 50 milliards d'ici 2027, dont 6 sur la santé. Alors 6 milliards d'économies sur la santé, moi je veux bien. Alors on va taper sur le médicament, sur l'hôpital public, mais pas sur nous s'il vous plaît, hein, parce que sinon ça ne va pas être bien. Alors moi j'ai un rêve. J'ai un rêve. Et c'est l'engagement que je porte, c'est que le service privé soit au service du public. Maillage du territoire, service public de santé, et non plus service public hospitalier. C'était la loi Touraine que j'ai combattue dans la rue. Ça fait un peu con de dire ça, mais c'est vrai, j'y étais. Service public hospitalier, c'est une hérésie, une ineptie. On doit être tous ensemble avec la médecine libérale, parce que je représente aussi la médecine libérale, parce que nos cliniques sont avec des médecins libéraux à hauteur de 95%. Donc on partage leurs difficultés. Service public de santé et non plus service public hospitalier. Et Jean-Carl, je soutiens ton projet de loi, évidemment. 250 milliards d'euros chaque année attribués à la santé. 250 milliards d'euros. Quand on voit le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui se bat avec son budget de 20 milliards, il ne faut pas s'étonner aussi que les attendus, tu es avocat, mettent des semaines, voire des mois pour arriver dans nos boîtes aux lettres. Mais 20 milliards, nous 250. Et bien chaque année, on ne sait pas ce qui va se passer. Nos tarifs, nos budgets, c'est le 1er mars. On est le 12, on ne les a pas encore. On les aura dans 3 semaines, un mois. Vous vous rendez compte quand on est gestionnaire, donc déjà, il faut qu'on mette de l'ordre dans l'administration. Et puis qu'on se fasse le porte-parole des territoires, et je suis ravi de vous entendre, parce que je veux qu'on réponde présent. Je veux que le service privé soit au service du public. C'est mon engagement depuis maintenant 15 ans. Et on ne demeurera sur les territoires qu'à cette condition-là, c'est le service rendu à la population. Le reste, on s'en fout. Une clinique qui fait de la chirurgie réglée dans une ville d'excellence, c'est parfait. Mais si demain elle disparaît, bon, ok, ce sont des chirurgies réglées, le patient fera un peu de route, ok, mais il n'y aura pas de drame sanitaire. Par contre, une clinique isolée, excentrée sur un territoire où même le public ne peut pas maintenir une permanence des soins, parce que nous, avec 3 médecins libéraux, on fait une permanence H24. À l'hôpital public, il en faut 7 ou 8 avec les 35 heures. Nous, ils ne sont pas aux 35 heures. Par contre, ils ont une lassitude, ils ont une fatigabilité, et il faut entendre les médecins libéraux. Parce que, vous l'avez dit, l'humérus clausus ou apertus, moi, ça me fait doucement rire. À Montpellier, il y a toujours 220 étudiants en 2e année. Toujours. On devait être 400, toujours 220. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terrain de stage. Il n'y a pas de terrain de stage dans le public. Nous sommes terrain de stage, agréés, autorisés, et nous prenons 1% des internes. C'est scandaleux. 1%. 1% des internes viennent chez nous. Vous n'y êtes peut-être pas pour rien, mais il faut que les doyens de faculté nous fassent plus confiance et nous envoient ces jeunes dans ces terrains de formation. On n'a pas accès à la formation, au tutorat, et ce qui est quand même un petit peu dommage quand on fait 35% d'activité sur les territoires en médecine, en chirurgie, en obstétrique. Oui, alors quand je vous écoute tous, en effet, tout le monde est d'accord dire travailler ensemble. C'est la synergie et la co-construction, c'est le mot. Et arrêtez cette guerre publique-privée qui revient et qui... Ah mais je ne fais pas la guerre, moi. Non, pas vous, Non, mais les non, déclarations des uns et des autres, ça me fatigue. Ça me fatigue. Pendant le Covid, on était tous ensemble, parce qu'on n'avait pas le choix, hein. Tout le monde avait peur. La peur fait qu'on se soude. Aujourd'hui, il n'y a plus de Covid, et on revient vers nos travers qui sont détestables. La guerre publique-privée, moi, j'en veux plus. C'est fini, quoi. C'est tous ensemble. Mais j'ai le sentiment vraiment, en faisant... voilà, en vous écoutant tous, que les planètes s'alignent. En tout cas, cette volonté, elle est partagée par la plupart et la majorité d'entre vous, tous. On a une chance quand même. Alors, il y a un sujet, quand on parle de santé publique, professeur Gilles Berru,
qui vous est très cher et qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui du grand âge, de la vieillesse. On estime qu'à horizon 2030, environ 30 à 35% de la population aura plus de 60 ans. Alors j'aimerais que vous nous disiez, selon vous, quel est le modèle de santé à déployer et à mettre en place dans les territoires avec une population âgée, et notamment en ville et dans les quartiers défavorisés, où se concentre une grande partie de cette population. Parce que c'est un sujet majeur, c'est beaucoup, 35% de la population. Alors en effet, on est dans le contexte de ce salon Made in Tex qui vise à réunir le grand public, les professionnels et les entreprises pour être innovants et construire quelque chose qui puisse répondre aux enjeux. Le diagnostic qui vient d'être fait par les représentants des citoyens que sont les députés est évidemment précis et juste. Et je rejoins tout à fait le représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée. Je pense que la question n'est pas de savoir qui est le meilleur, mais de répondre à un besoin. Et je pense qu'il faut qu'on parte vraiment du vrai besoin de la population. Et ce vrai besoin, il s'exprime à l'échelle d'une dimension qui autrefois n'était pas très présente dans la santé, qui est le territoire. Jusqu'à maintenant, la santé, c'était un acte médical, un médicament, un remboursement pour la sécurité sociale autour d'un acte. Dans le cabinet d'un médecin généraliste, 60% des personnes ont des maladies chroniques. Et donc, en fait, l'exercice n'est plus un acte, mais un accompagnement. Et on voit bien aujourd'hui que la répartition des tâches entre médecins, infirmières, d'autres professionnels de santé ou des infirmières ayant fait des formations complémentaires vont faire qu'on a une offre qui va être variée et adaptée aux nouveaux enjeux de population. Aujourd'hui, un Français sur deux est vulnérable par la vieillesse, par une maladie chronique, par une difficulté d'insertion sociale. On ne peut pas simplement dire que la santé est là pour traiter la maladie. D'ailleurs, l'OMS n'engage pas du tout les systèmes de santé dans le monde à vouloir traiter la maladie. Il parle de santé, il parle même de remise en fonction, c'est-à-dire de permettre aux personnes de revenir dans la société malgré leur vulnérabilité. On voit bien que les enjeux se déplacent et que le modèle né après-guerre autour de la maladie et de son traitement à un instant donné se déplace vers un accompagnement à l'échelle d'un territoire par un ensemble de professionnels. Alors, il faut dire des choses précises qui existent et qui sont en émergence, comme par exemple les collectivités des professionnels de santé dans les CPTS, qui ont commencé il y a 2-3 ans et qui commencent à croître. Et les professionnels libéraux commencent à se saisir de cette dimension de travailler ensemble. Les dispositifs d'appui à la coordination qui sont l'équivalent pour le domaine social. Nous avons eu la chance d'avoir une très belle loi qui était la loi Hospitalisation, Santé, Patient, Territoire, HPST, qui a été faite par Madame Roselyne Bachelot et qui a permis de réunir le sanitaire et le social. Et ça, c'est vraiment une grande chance parce que c'est une base sur laquelle on peut construire en élargissant le spectre. C'est-à-dire que la santé d'un territoire aujourd'hui, ce n'est même plus que la santé et le social, c'est aussi la prévention et c'est un accès à la population. La personne âgée est intéressante comme modèle d'analyse politique puisqu'il s'agit d'une personne qui a autant besoin de sanitaire que de social. On a énormément de personnes âgées qui sont en très bonne forme et qui ont besoin de prévention. Et on a des personnes âgées qui sont très fragiles, qui ont besoin de soins qui sont spécifiques. Et donc finalement, la question du vieillissement fait surgir la question du territoire dans des termes qui sont intéressants et qui recouvrent ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que l'acteur soit privé ou public, hospitalier ou en ville, il doit faire partie d'un même ensemble qui est une réponse à la population. Et il doit être en relation étroite avec le département, avec l'agence régionale de santé, avec les communes, dont certaines même sont des agglomérations ou des métropoles,
et en même temps pouvoir intégrer la société civile, les représentants des patients, les représentants des associations et de nombreux acteurs qui sont tout l'environnement de l'entreprise, de l'accompagnement de l'entreprise, de l'innovation. Car vous avez bien compris aujourd'hui que le numérique n'est absolument pas un jeu vidéo, c'est la possibilité de l'accès aux soins pour tous, de l'accès à la rééducation, de l'accès à la prévention, de l'accès à un suivi personnalisé. Et donc, il faut intégrer que ce territoire devienne une sorte de territoire connecté en santé. On parle souvent des smart cities, et moi je me dis maintenant, il faut qu'on invente les smart countries, c'est-à-dire vraiment des territoires connectés. Non pas pour avoir des gadgets, mais tout simplement pour permettre une surveillance voulue par la personne, évidemment, mais qui soit efficace. Je vous donne un exemple, un article du New England Journal of Medicine de 2019, où on a examiné 700 000 personnes qui avaient une montre connectée qui dépistait la fibrillation atriale. Réduction de 49 000 accidents vasculaires cérébraux. Je m'étais amusé à faire le calcul. Si on offrait une Apple Watch à 600 € à toutes les personnes de plus de 65 ans à risque, eh bien, on économiserait 800 millions d'euros. Donc, on voit bien qu'on a des enjeux qui utilisent un autre vocabulaire, un autre usage, qui n'est plus confiné à la relation médecin-malade. Dans la région Pays de la Loire, je me suis imaginé qu'on pouvait faire autrement autour du vieillissement en créant un gérontopole qui permet de réunir le conseil régional, l'agence régionale de santé, les départements, les acteurs de la société civile, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les représentants des retraites et de mutuelles. Et ensemble, ça fait 240 adhérents institutionnels. Et ensemble, on essaye de concevoir des modèles innovants. C'est un processus qui est lent, et en effet, ce n'est pas en 5 ans qu'on modifie la santé. C'est bien au-delà des mandats électoraux. C'est un processus qui est lent. Nous avons commencé il y a 15 ans. Mais on commence à avoir de vrais fruits. Et en premier, évidemment que les gens se parlent et que c'est beaucoup plus facile d'être autour de la question du besoin d'une personne. Et deuxièmement, de pouvoir générer, non pas de la techno pour se faire plaisir, mais un outil qui permet l'accès aux soins, un outil qui permet un accompagnement personnalisé, avec quelques exemples qui sont encourageants. On voit bien que la réforme constitutionnelle de 2004, qui a institué la région comme une dimension territoriale majeure, a déporté en fait les devoirs régaliens de l'État dans certains domaines vers les régions. Et on a du mal à se le dire, mais la santé en fait partie, en fait. Et donc, il faut que les régions, avec les acteurs, et région, ce n'est pas que le conseil régional, l'échelle d'une région avec les acteurs qui sont dans une région, sont en fait les responsables de ce qui va se passer. Et si vous voulez être heureux dans un territoire, construisez le bonheur là où vous vivez. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la représentation nationale fasse des lois qui soient justes et qui le permettent, mais qu'on ne peut pas tout faire du ministère de la rue de Ségur, ni de la Chambre des députés, mais qu'il faut qu'à l'échelle des territoires, avec toute sa richesse, on puisse véritablement innover sans s'empêcher de penser la santé avec des mots nouveaux. Alors, professeur, voilà. Merci pour cette démonstration très parlante. Et en effet, du coup, l'action dans les territoires avec le gérontopole des Pays de la Loire en est un très bel exemple. Du coup, je rebondis vers vous, monsieur le député, justement pour revenir sur ces sujets plus opérationnels. Vous avez sur votre territoire une initiative sartoise qui a été déployée et prise, par exemple, comme une pratique à généraliser pour lutter contre la désertification médicale. Je parle des 3 équipes de paramédicaux en médecine d'urgence déployées dans votre département. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et peut-être avez-vous encore un exemple supplémentaire, j'imagine, d'action dans votre territoire concret? Non, je crois que c'est effectivement un exemple de quelque chose qui a été parfaitement pragmatique. C'est-à-dire le constat qui a été fait de la fermeture des services d'urgence par défaut de médecins urgentistes
a fait qu'à un moment donné, on avait toute une partie de la population du territoire de la Sarthe qui se trouvait à 50 minutes d'intervention d'un SAMU. Et on s'est dit que ce temps-là était un temps évidemment, enfin encore, celui qui vous le dit n'est pas médecin, mais évidemment préjudiciable à la santé des patients. Et qu'il fallait qu'on arrive à diminuer ce temps. Et donc l'idée, c'est d'avoir armé des EPMU, donc des équipes paramédicales d'urgence, dans les hôpitaux périphériques du département, ou sur déclenchement du centre 15. C'est un véhicule d'urgence avec une infirmière ou un infirmier réanimateur et du matériel de réanimation qui se rend sur place, qui est par délégation de tâches du médecin coordonnateur du SAMU, va prendre en charge le patient en attendant que le SAMU et le médecin du SAMU puissent se rendre au lieu du patient. Et on a vu sur les territoires, notamment du sud du département, où les premières EPMU ont été mises en place, qu'on réduisait le temps d'intervention de 20 à 25 minutes, c'est-à-dire qu'on améliorait très sensiblement les conditions et la qualité de la prise en charge pour les patients. Voilà. Et ça, vous voyez, ce sont des solutions qui finalement ne sont pas onéreuses, mais qui permettent à un moment donné de réfléchir. Quand on a fermé des maternités, parce qu'on estimait que le seuil de sécurité n'était plus atteint. Qui s'est soucié de savoir quelles mesures de substitution on était capable de mettre en œuvre? Surtout pas le ministère de la Santé. Est-ce qu'il aurait été réellement onéreux, le jour où on ferme la maternité d'un petit hôpital dans un coin un peu reculé, d'avoir une permanence et une garde de sages-femmes et d'avoir un véhicule sanitaire qui puisse transporter la parturiente depuis son lieu de résidence jusqu'à la maternité dans de parfaites conditions de sécurité. Dans mon département de la Sarthe, on a fermé toutes les maternités à l'exception de celle du chef-lieu de département. On l'a fait au nom de la sécurité et on n'a jamais accouché autant que dans le véhicule des sapeurs-pompiers ou dans son salon. Alors, pour la sécurité, on peut en reparler longuement si vous le souhaitez. Vous voyez, donc, ce genre de mesures pragmatiques fait partie de ce qui peut se construire, comme le disait très justement le professeur Berru, à l'échelle d'un territoire, avec des intelligences de terrain. On a vu pendant la crise sanitaire, pendant le Covid, des intelligences de territoire extrêmement pertinentes se mettre en œuvre autour d'un pôle hospitalier, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Appuyons-nous sur ces compétences. Appuyons-nous sur ces lieux de dialogue et, depuis les territoires, reconstruisons la santé des Français. Et puis vous me permettrez juste d'une phrase de terminer en disant qu'on a dressé, et moi le premier, un tableau de notre système de santé qui est finalement assez sombre, mais pour avoir déambulé une partie de la matinée dans les allées de ce salon, on ressort d'ici aussi avec une très belle bouffée de fraîcheur et d'espérance pour l'avenir. Il y a ici de l'ingéniosité, il y a ici de l'inventivité, il y a ici de l'intelligence et de la jeunesse qui donnent envie de continuer à se battre pour notre système de santé et surtout de continuer à y croire. Bon, alors c'était une formidable conclusion, mais on n'a pas fini complètement. Juste, dites-nous si cette expérimentation, ou en tout cas cette mise en place des EPMU, avez-vous été copié dans d'autres départements ? Alors, parce que c'est facile à dupliquer. C'est assez facile à dupliquer. Elle va se généraliser lentement mais sûrement. Vous savez ce que sont les procédures administratives. Donc on a bénéficié d'un article 51, mais il y a beaucoup de projets qui sont labellisés article 51. Il n'y en a pas énormément qui finalement voient le jour. Mais je pense que ça va se faire une fois encore. Attention, ce ne sont pas des solutions qui sont réplicables à l'infini, qui correspondent et qui répondent à l'attente de tous les territoires. Mais regardons là aussi de manière pragmatique, surtout peut-être, et c'est l'un des éléments que j'ai induit dans ma proposition de loi de programmation en santé, redonnons aux acteurs des territoires plus de liberté d'action. Redonnons aux directeurs des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, davantage d'autonomie. Transformons chaque fois que c'est possible l'autorisation en déclaration. Que l'intervention et le contrôle de l'ARS se fassent plutôt a posteriori qu'a priori. Dans les collectivités locales, on est habitué depuis 1982 à ce contrôle a posteriori de l'État. Et personne ne peut dire, au regard de la situation budgétaire de l'État, que les collectivités sont moins bien gérées que l'État. Et donc, appuyons-nous sur des dispositifs comme ça. Et puis surtout, réinstillons partout où c'est possible de la confiance dans les acteurs de santé. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la défiance. La défiance des acteurs de santé à l'égard du système de santé, la défiance des patients à l'égard de leur système de santé et de la prise en charge. Et donc, rétablissons de la confiance. Et la confiance, elle naît toujours du dialogue,
de la rencontre, de l'échange et souvent de la contractualisation. Merci. Lamine Garbi, côté hospitalisation privée, pour rester sur le côté plus opérationnel, quelle organisation et quels moyens à développer dans les territoires pour que l'offre de soins réponde aux besoins des populations et pour aller vers ce nouveau système hospitalier inclusif pour tous? Alors pourquoi les urgences ferment la nuit? Il y a deux raisons. La première, c'est que la réforme des études médicales font que les urgentistes qui sortent aujourd'hui seront urgentistes toute leur vie. Toute leur vie. Alors, être urgentiste à 30 ans, 40 ans, c'est bien, H24, mais au bout de quelques années, on a envie peut-être d'être médecin généraliste ou spécialiste et pas être cantonné aux urgences. Ils ne peuvent plus le faire, donc les jeunes, ils se désengagent. Et concurrence déloyale, et là, les territoires et les régions, elles ne sont pas innocentes, c'est les centres de soins non programmés, qui sont ouverts le jour, qui prennent toutes les pathologies simplex, CCMU 1 et 2, et qui nous renvoient la nuit et les week-ends les patients. Donc là, il y a double discours. Attention, vous souhaitez que les régions soient investies. Moi, je veux un chef. Pour moi, mon chef, aujourd'hui, c'est l'ARS. Ça me va bien. Si demain, c'est le préfet, c'est le préfet. Si demain, c'est le président de la région, je ferai avec. Mais qu'est-ce que je demande? Moi, je demande que l'on puisse désobéir. Il y a une main qui se lève. Ah pardon, excusez-moi. Ah oui, je vais aller vite. Alors moi je dis il faut qu'on désobéisse. Parce que toutes les innovations viennent de la désobéissance. La chirurgie ambulatoire, c'est quand même nous qui l'avons inventé en 1993 en transformant des lits d'hospice en lits de chirurgie ambulatoire. Est-ce que c'est normal, vous parliez des pharmaciens, que le pharmacien ait mis des années à pouvoir délivrer du Monuril? Le Monuril, c'est pour les infections urinaires des dames. Celles qui ont eu une infection urinaire un jour savent que c'est urgent, simplex et qu'il faut une réponse immédiate. Les certificats de décès, j'ai les EHPAD dans mon groupe. Trouver un médecin le samedi et le dimanche pour signer un certificat, c'est à la croix et à la bannière. L'infirmière du service peut très bien le faire. Il y a 6 régions qui sont expérimentateurs là-dessus. Il faut simplifier. Également, que l'on puisse avoir des sages-femmes, tu en parlais Jean-Carl, qui puissent accoucher. Elles peuvent le faire à domicile, elles peuvent le faire à l'hôpital, mais pas dans le privé. Pourquoi? Donc si on n'est pas, je dirais, proactif dans cette dérogation normative, on ne pourra pas arriver à soigner. On n'a plus de médecins, on n'a plus d'infirmiers, donc il faut qu'on se débrouille. Si la nuit, on n'a pas de médecin urgentiste, eh bien, on prend un médecin à capacité d'urgence ou qui a envie de faire de l'urgence, c'est mieux que de fermer. C'est mieux que de fermer. Redonner du bon sens. Voilà. Monsieur le Président du département du Loir-et-Cher, vous avez bien montré comment les départements contribuent à la politique de santé publique. Est-ce que très concrètement, rapidement sur 2 ou 3 exemples, vous pouvez illustrer ce que vous faites par exemple dans votre département du 41? Oui, alors très rapidement, ça marche? Oui. Très rapidement pour dire que déjà 60% des départements ont mis en place une politique de santé pour favoriser l'accès aux soins et à la prévention au niveau de leurs concitoyens. Donc c'est quand même un investissement important. Alors dans le département de Loir-et-Cher, on a créé le plan Le 41 en bonne santé en partenariat avec notre agence d'attractivité. Donc on avait 9 axes stratégiques que je ne vais pas développer, mais pour favoriser le recrutement de professionnels de santé, des investissements sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, les pôles de santé, même sur du matériel dans les cliniques ou dans nos hôpitaux. Je pense à des robots pour la chirurgie, par exemple, ou des échographes 3D dernière génération. Voilà, donc on investit dans la santé. Et puis surtout, on essaie, grâce à notre agence d'attractivité, d'accompagner ces professionnels de santé dans leur projet, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un job pour le conjoint ou la conjointe. Un projet global. Un projet global où on les accompagne. Voilà. Donc il y a certains départements qui ont pris l'option de salarier des médecins, comme la Saône-et-Loire. Bon, ça fonctionne bien. Nous, on n'a pas pris cette option. On est plutôt resté dans la médecine, je dirais, libérale, mais en partenariat quand même avec un travail avec nos hôpitaux, nos CPTS. Et je pensais à la délégation de compétences encadrées dont on a parlé ensemble. Alors ça, on est un peu en retard en France par rapport aux pays anglo-saxons ou à certains pays de l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande par exemple. On n'utilise pas assez les délégations de tâches ou délégations de compétences par rapport aux professionnels.
Je pense par exemple aux kinésithérapeutes qui ne peuvent pas prendre en charge en urgence une entorse de cheville ou un problème de lumbago suite à du bricolage ou à une activité sportive, alors que c'est le pain quotidien des kinés. Non, il faut passer avant par une consultation médicale. La même chose pour les hyper. On va mettre en place des infirmières en pratique avancée. Je pense aux hyper en santé mentale, par exemple, qui pourraient nous rendre un grand service par rapport au manque de nos pédopsychiatres. Il faut favoriser l'accès aux soins directs avec des pathologies ciblées, totalement encadrées, avec une coordination malgré tout avec les médecins. Mais je crois que c'est un sujet qu'il faut absolument développer. Et pour terminer, un troisième sujet qu'il faut aussi développer, c'est la possibilité pour les professionnels de santé d'avoir des exercices mixtes, à la fois pouvoir faire du libéral et à la fois pouvoir travailler en milieu hospitalier ou dans le public. Ça, c'est important parce que je pense que c'est une demande de la nouvelle génération des professionnels de santé. Qui va vers plus d'agilité et une demande de plus grande souplesse. Juste peut-être pour terminer, mot de la fin, professeur Beru, est-ce que, est-ce que vous voulez nous donner un petit exemple d'action concrète? On avait parlé ensemble de la mobilité solidaire en Sud-Loire. Oui. Alors peut-être il y a un élément... rapidement, parce que je crois qu'on oui, on a presque plus de temps. On est dans les temps additionnels, alors que l'arbitre n'a même pas arrêté le match. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, et en contact avec des internes et des étudiants en médecine en permanence, il me semble important de mettre dans la réflexion cet aspect-là. Il y a une véritable rupture culturelle générationnelle. Un jeune de 30 ans aujourd'hui ne pense pas comme un jeune de 45 ans. Là, on est autour de la table. Voilà, moi, avec mes cheveux blancs, est-ce que je devrais parler? En fait, je pense que c'est vraiment important qu'on fasse de la mixité générationnelle dans notre réflexion. Un jeune professionnel, il désire travailler d'une certaine manière et puis avoir une relation à la productivité, à l'usage qu'il fait de son temps, à la place du travail dans sa vie, qui n'a strictement rien à voir avec les générations d'avant. Et si on met en place des systèmes qui sous-entendent qu'ils vont fonctionner pareil, on se plante. Et là, on l'a vu après le Covid au niveau de tous les établissements de santé, on a découvert tout d'un coup un monde nouveau avec de nouveaux professionnels. Le mot de la fin, c'est que je pense que le Salon Made in Tech, c'est vraiment un lieu, à mon avis, qui a eu l'intuition de ce qu'on peut construire demain dans le domaine de la santé. Il ne s'agit pas d'être chez les bisounours, et le constat inquiétant qui a été formulé, associé aux initiatives locales, nous montre bien notre co-responsabilité, qui est probablement le mot essentiel pour le monde de demain ensemble. Merci. Merci, professeur. Juste une petite annonce pour finir. Les premières assises nationales de l'accès aux soins auront lieu le jeudi 13 juin. À Vendôme, très belle commune, très belle ville de Loir-et-Cher, avec un accès avec le TGV à 42 minutes. Et ces assises sont co-organisées par le Journal des départements, le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la ville de Vendôme. On vous attend nombreux.